Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Les Visiteurs du Soir, chaque soir sur les 24 de 21h à 22h. Très heureux de vous retrouver avec un très beau programme ce soir. On va démarrer cette émission entre l'Ukraine et les États-Unis avec une énorme inquiétude. Les Américains sont-ils en train de lâcher Volodymyr Zelensky ? Au-delà des problèmes internes liés à l'immigration, les républicains sont prêts à payer pour Israël, allié historique de Washington, mais s'opposent à la validation de nouveaux fonds pour Kiev. La raison invoquée, ce n'est pas aux contribuables américains de financer ce conflit qui s'enlise. Qu'est-ce que cet événement va changer au cours de la guerre ? Quelle est la responsabilité de Donald Trump dans ce chaos annoncé ? On en débat juste après ceci. Nous reviendrons ensuite à Bruxelles pour évoquer ce pas en arrière de la Commission européenne sur l'un des éléments clés du Green Deal, les pesticides. L'Union européenne prévoyait des objectifs contraignants pour réduire de moitié d'ici 2030 l'utilisation et les risques de produits phytosanitaires chimiques. Eh bien, Ursula von der Leyen annonce le retrait pur et simple du projet législatif. L'Union européenne recule face à la colère des agriculteurs. Décryptage d'ici une petite vingtaine de minutes. Et puis en fin d'émission, nous allons parler tennis avec l'ancien numéro 5 mondial Henri Lecomte et ce livre Balle neuve, un livre qui explore l'homme derrière le champion, ses doutes, ses erreurs, ses choix parfois discutables, sans oublier ses emportements et son besoin incessant d'être aimé. Henri Lecomte se livre sur notre plateau. Rendez-vous aux alentours des 21h40. Voilà pour le programme. Nous sommes le mercredi 7 février et les Visiteurs du Soir, ça commence maintenant. Et on va démarrer avec cette immense inquiétude qui nous vient de Washington. Les États-Unis pourraient-ils lâcher tout bonnement l'Ukraine ? Alors que l'Union européenne a annoncé une nouvelle aide de 50 milliards d'euros la semaine dernière, les États-Unis font eux un pas en arrière après des mois de négociations autour d'une nouvelle aide américaine pour soutenir Kiev. Eh bien, le Sénat était parvenu à un accord, mais au Congrès, les républicains font bloc. Aux États-Unis, la question de l'aide à l'Ukraine est de plus en plus sensible et les affaires de politique interne y sont pour quelque chose. Les explications, Louis Liégeois. Cela devait être une enveloppe de 60 milliards de dollars. Une enveloppe destinée à l'Ukraine pour faire face à l'agresseur russe. Mais après plusieurs mois de négociations entre républicains et démocrates, cette aide est bloquée par les républicains du Congrès, qui remportent ce bras de fer politique. Pour Joe Biden, le seul responsable est son concurrent direct à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, tout indique que ce projet de loi ne sera même pas soumis au Sénat. Pourquoi ? Pour une raison simple, Donald Trump. Parce que Donald Trump pense que c'est mauvais pour lui politiquement, donc il n'est pas pour. Même si cela aide le pays, il n'est pas pour. C'était le sujet brûlant depuis des mois, une enveloppe pour Kiev en échange d'une réforme de la politique migratoire américaine. Donald Trump a fait de cet accord son cheval de bataille pour la campagne électorale en cours. Le soi-disant accord sur la sécurité des frontières que Biden veut faire passer n'est pas conçu pour mettre un terme à l'immigration clandestine. Il vise à poursuivre l'invasion de l'Amérique tout en envoyant des milliards de dollars en Ukraine et dans d'autres pays. Pour lui, les mesures de contrôle des frontières sont insuffisantes. L'envoi d'argent en Ukraine est synonyme de gaspillage. En figure de proue des républicains, Trump aura finalement eu raison de cet accord. Les 60 milliards de dollars d'aide sont à présent bloqués par les républicains. Les États-Unis s'éloignent toujours un peu plus d'une nouvelle aide financière à destination de Kiev. Mais c'est plus largement un ensemble de mesures qui est impacté. Pas de réforme de la politique migratoire, pas d'aide à l'Ukraine, pas d'aide à Israël. Bon, tout ça ne rassure pas évidemment. Pour en débattre avec nous, tout d'abord, bonsoir Frédéric Moreau. Bonsoir Jim. Avocat au barreau de Bruxelles, merci d'être là. Frédéric, chercheur associé à l'IRI, spécialiste des questions de défense européenne. À vos côtés, bien un confrère. Bonsoir Nicolas Groverheide. Bonsoir. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef de B2, le quotidien de l'Europe géopolitique. Vous êtes vous aussi spécialisé dans les questions européennes de défense et de politique étrangère. Commençons avec vous Frédéric Moreau. On vous reçoit évidemment régulièrement pour évoquer ce qui se passe notamment en Ukraine. C'est moi Frédéric, où les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. On parle véritablement aujourd'hui d'un arrêt de l'aide à l'Ukraine de la part des États-Unis. C'est de ça dont on parle aujourd'hui ? Oui, c'est exactement de ce dont on parle. Pourquoi les gens ne s'inquiètent pas plus que ça, honnêtement ? La réponse est très simple. C'est tout simplement parce que les populations européennes, en tout cas celles qui appartiennent aux pays qui n'ont pas une frontière commune avec la Russie, donc la Pologne, les Baltes, les Nordiques, n'ont toujours pas réalisé que la guerre en Ukraine était notre guerre. Il y a un très bel ouvrage de Nicolas Tenzer qui vient de sortir, qui s'appelle « Notre guerre » et qui explique pourquoi ce qui se passe en Ukraine est aussi notre guerre.
à ma façon, je le résumerai de cette façon-là. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses ennemis. Quels que soient les sentiments que certains ici en Europe puissent avoir vis-à-vis de la Russie, et on sait qu'il y a pas mal de russinophiles, peu importe, la Russie, il y a très longtemps de cela, ça ne date pas de l'Ukraine, nous a déclaré la guerre, une guerre hybride, qui n'est pas une guerre de haute intensité, mais en se mêlant de nos élections, en accumulant les moyens de pression énergétique, en guerre d'influence, etc., voit l'Union européenne comme son ennemi. Et à cela, c'est assez facile à comprendre pourquoi. Parce que la Russie est plus forte que n'importe quel autre pays, en tout cas en termes militaires européens pris isolément, mais vis-à-vis de l'Union en tant que puissance, elle est beaucoup plus faible. C'est étonnant parce que c'est aussi parfois le point de vue américain en disant que cette guerre, c'est une guerre européenne. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Donald Trump et certains républicains. Hein. Pourquoi les Américains ont-ils à payer pour une guerre qui ne nous concerne pas? On va évidemment nuancer tout ça en expliquant à quel point cette guerre pourrait les concerner aussi. Nicolas Groverhead, si les États-Unis abandonnent l'Ukraine, c'est la fin de l'Ukraine ou est-ce qu'on va trop vite, trop loin C'est pas la fin. Je pense pas. Je pense qu'il y a un risque, mais c'est comme ceux qui ne donnaient pas 24 heures à l'Ukraine le 22 février et les Américains avaient d'ailleurs plié bagages les premiers parce qu'ils y croyaient à peine. En proposant ce taxi, je le répète souvent, ce taxi à Zelensky, il avait dit je préfère des munitions. Mais non seulement, ils avaient aussi ordonné à tout leur personnel diplomatique, ce qui était un signe très clair que, en gros, les Russes pouvaient y aller. Et comment vous voyez cette actualité-là? Il ne faut pas non plus nier l'esprit de résilience ukrainien. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, le poids va peser sur les Européens, pas uniquement les Européens de l'Union européenne, mais les Européens tout compris, c'est-à-dire Britanniques, Norvégiens et les extensions canadiennes, par exemple. Donc c'est à eux qui devront supporter le poids du soutien à l'Ukraine. Quel que soit l'esprit qui est à Washington, parce que même si Biden continue, il y a ce qu'on appelle le partage des charges et on va devoir payer plus. Oui, payer plus et puis parfois faire des choix, notamment côté américain. Pardon Frédéric Moreau, mais comment ça va se concrétiser sur le terrain, cet arrêt des aides américaines? On parle déjà d'une Ukraine qui n'arrive pas à avoir assez de munitions, contrairement aux Russes qui, eux, ne sont pas en manquer. Comment ça va se traduire sur le terrain concrètement? Alors d'abord, c'est plus un partage du fardeau, un burden sharing, c'est un burden shifting. C'est-à-dire que le fardeau va incomber exclusivement aux Américains. C'est pas la fin, ni pour l'Ukraine, ni pour l'Europe. Je rappelle que si l'on en croit les chiffres de l'Institut de Kiel, en Allemagne, l'aide militaire européenne est 3 fois plus importante que globalement, financière et militaire, que l'aide américaine, et même l'aide militaire, purement militaire, est plus jusqu'à présent, en termes d'engagement. Il faut voir aussi ce qui a été réalisé sur le terrain. Parce que notamment l'Allemagne, promesses, voilà. Oui. Non, mais voilà. Non, mais en termes de PIB, par exemple, je pense à la Norvège qui est le plus grand donateur. En termes de PIB, mais ce qui est important, c'est les volumes. Évidemment. On raisonne toujours en termes de PIB, c'est bien, mais le PIB de l'Estonie, voilà. Évidemment, oui. Voilà, donc c'est pas la fin. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'abord, la conséquence, elle est pour les Ukrainiens. Je ne pense pas que l'Ukraine va s'effondrer, mais ça veut dire beaucoup plus de morts pour les Ukrainiens, ça veut dire beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus de missiles qui ne pourront pas être interceptés, beaucoup plus de drones qui ne pourront pas être interceptés, beaucoup plus de difficultés à tenir le front tel qu'il s'est figé aujourd'hui. Attendez, c'était déjà dur pour les Ukrainiens. C'était déjà dur pour les Ukrainiens, ça va être encore plus dur. Pour les Européens, compte tenu du fait que ni les peuples, je parle en tout cas des peuples de l'Europe de l'Ouest, en particulier le peuple français, charité bien ordonnée commence par soi-même, n'ont pas réalisé que c'était notre guerre. On n'est pas passé en économie de guerre, c'est une blague. Et on n'a pas fait ni les efforts financiers, ni les efforts industriels pour assurer à l'Ukraine les armes dont elle a besoin. Il y a quelque chose qui devrait être fait. Parce que les armes sont produites, il y a des armes, il faut arrêter de dire qu'on ne produit pas, etc. Simplement, les carnets de commandes des producteurs d'équipements militaires sont pleins. Simplement, ils privilégient leurs clients plutôt que l'Ukraine. C'est exactement ce qu'a dit le haut représentant. Maintenant, il faudrait peut-être imposer politiquement le fait que les équipementiers militaires doivent d'abord privilégier l'Ukraine, voilà, parce que les autres peuvent attendre, ils ne sont pas en guerre. Nicolas Groverhead, si je vous demande d'entrer dans la tête de Zelensky, selon vous, à quoi est-ce qu'il pense aujourd'hui quand il regarde justement il doit halluciner, non, au vu des difficultés qu'il rencontre déjà sur le terrain, de voir les Américains se retirer presque de cette manière-là?
Je pense qu'il l'avait déjà incorporé. Et je pense que dans la tête de Zelensky, ils ont aussi des problèmes internes, parce qu'il y a une élection cette année. Et la question est globalement aussi la tenue du pouvoir ukrainien, qu'il a assumé et incarné, la tenue de l'armée ukrainienne au concret, et d'avoir les équipements au jour le jour. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à part les 50 milliards promis par l'Union européenne, qui est une aide civile, mais c'est une aide budgétaire. Donc en fait, une fois que les Ukrainiens ont le budget, ils peuvent la ventiler un peu comme ils veulent. C'est ça. Enfin, je dirais, peu importe, à la limite, ils l'utilisent pour l'éducation, mais du coup, le budget dégagé pour l'éducation permet de... Donc ils peuvent avec ça... C'est ça, on change les enveloppes. Okay. Ils n'ont pas 50 milliards pour acheter des armes, mais ils ont quand même quelques milliards sérieux pour acheter, une petite sérieuse enveloppe et surtout prévisible. Mais il y a aussi une autre enveloppe qui est en discussion au niveau européen, qui est que militaire. Et c'est une enveloppe d'environ 5 milliards, où les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais à la différence des États-Unis, les Européens, ça discute, mais finalement, ils tombent d'accord. Et l'argent est dégagé. Tandis qu'aux États-Unis, ils sont d'accord d'abord, et puis après, ça bloque. Ouais. Et donc les Européens vont venir sur cette aide. Il y a beaucoup de détails à régler, mais c'est une histoire vraiment de semaines. Et donc dans un mois, normalement, il y aura une aide de 5 milliards de plus qui va être dégagée. On va revenir sur le cas américain. Encore un mot peut-être juste... Oui, je voudrais aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Nicolas. Les masques sont tombés, c'est-à-dire qu'en réalité, Donald Trump a montré son vrai visage. Il est du côté de Vladimir Poutine. Justement, c'est intéressant ce que vous dites. Il n'a rien Frédéric. à faire de la frontière. Mais vous allez voir, parce que Marie Joriette nous a rejoint, Frédéric. Vous allez voir, ça vous intéresse. Notre journaliste, les visiteurs du soir est là. Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parler d'un homme, parce qu'on va parler de Donald Trump dans quelques instants. Mais avant ça, parlons d'un homme. Vous avez sa photo entre les mains, Marie, un certain Tucker Carlson. Expliquez-nous. Bah oui, regardez, Tucker Carlson, c'est lui, une rockstar, ou en tout cas, il est traité comme tel par les médias russes qui le suivent partout depuis quelques jours dans les rues de Moscou. Alors pourquoi Tucker Carlson, ex-vedette de la télé américaine, est-il à Moscou ? Eh bien regardez, il a donné la réponse sur Twitter hier. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. On va revenir sur l'interview, Marie, mais pour comprendre un peu mieux, c'est qui ce Tucker Carlson ? Alors Jim, Tucker Carlson, vous l'avez sûrement déjà vu jusqu'il y a quelques mois, c'était le présentateur phare de Fox News, cette chaîne ultra-conservatrice américaine, opposée à l'avortement, grand défenseur du port d'armes. Tucker Carlson est un proche de Trump dont il partage les idées complotistes et racistes. Ouais, bon, on revient à cette interview, Marie. Qu'est-ce qu'il fout à Moscou, Tucker Carlson ? Alors c'est là que ça devient intéressant, Jim, parce que Tucker Carlson, il illustre bien les tendances qui traversent la société américaine aujourd'hui, avec notamment une forte montée de l'isolationnisme, un mouvement dans lequel l'aide financière américaine à l'Ukraine est très mal perçue. Cette partie de la population s'est détournée des médias mainstream et est complètement déconnectée de la réalité géopolitique, voire de la réalité tout court. C'est pas vraiment moi qui l'explique le mieux. Écoutez cette réaction de cette journaliste de CNN à la vidéo de Tucker Carlson hier. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. That's a lie. Serious news outlets, including CNN, have requested Putin to interview over and over again. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. Another lie. Serious news outlets, including CNN, have covered and, of course, reported on Putin's words since this war began, including one of his baseless justifications for the invasion of Ukraine, which he initially claimed was to stop the Nazis. Complètement dingue. Bah oui, voilà, 2 mensonges en 30 secondes et 2 mensonges qui servent clairement la Russie. Alors pas connu pour ses questions dérangeantes, Tucker Carlson, il risque via cette interview de servir la propagande russe sur un plateau d'argent par le biais de son principal instigateur, Vladimir Poutine. Oui, il est plus à ça près, Tucker Carlson. Merci Marie-Jean, parce que vous voyez, je vous ai dit que ça allait vous intéresser, Frédéric Moreau. On en revient à ce que vous disiez. Tout à fait. Imaginons un Trump au pouvoir en novembre, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez la réponse. Vraiment ? Bien sûr. Il a dit ceci, Donald Trump, seul un idiot ou un démocrate de la gauche radicale voterait pour cet horrible projet de loi. Oui. Tout est dit. Nicolas Bourgogne. Il y a quand même la tendance de fond qui est que pour les États-Unis, l'ennemi, le danger, c'est l'Asie. C'est pas la Russie. Toujours, l'œil vers là-bas. C'est ça. Donc, on va dire que c'est extrêmement poussé chez Vous voulez dire qu'il ne va pas s'en occuper plus que ça, que les regards seront toujours tournés vers l'Asie Pacifique? Non, c'est-à-dire qu'il y a un changement profond que ce soit Biden ou Trump. Trump exagère en disant la Russie, on s'en fout, c'est un ami. Biden dit la Russie est notre ennemi, mais il faut quand même l'aménager parce que notre priorité, c'est l'Asie. Donc, de toute façon, de gré ou de force, Trump ou pas Trump, les Européens devront apprendre à gérer la Russie
pas tout seul, mais j'irai en première ligne, en priorité, et plus derrière le parapluie américain. C'est ça le grand changement. Et je peux vous dire que du côté de l'OTAN, actuellement, on tremble comme des feuilles, parce que l'idée que Trump revienne, ça veut dire que derrière, c'est est-ce que l'OTAN est nécessaire ? Parce que l'idée de Trump reste celle-là, et il se dira pourquoi je paye pour l'OTAN, qui moi me sert à rien dans ma nouvelle donne internationale qui est l'Asie. Quand même, mais oui. Sur l'Asie, sur l'Asie, voilà, et que finalement, moi, je laisse les Européens se débrouiller avec l'OTAN et les Russes parce ils ont qu'à dépenser leur argent. C'est une guerre locale, effectivement, et globalement, effectivement, pour les Américains, c'est une guerre localisée. Donc, du coup, bon, après, il y a eu des études qui ont été faites aussi, notamment dans The Economist, il me semble, sur le prix plutôt que coûte aujourd'hui une pré-guerre américaine. Est-ce que coûterait notamment une vraie guerre au centre de l'Europe avec une implication américaine ? Et là, on a des chiffres qui explosent, évidemment. Hein. Peut-être là-dessus. C'est un calcul de comptable, c'est un calcul de comptable à courte vue. Hein. Vous avez raison. Oui, mais la grosse inquiétude au sein de l'OTAN, c'est pas cela. C'est que se passe-t-il si Trump arrive au pouvoir et sort de l'OTAN. Alors, beaucoup disent, mais non, on a déjà voté une loi qui l'empêcherait de sortir de l'OTAN. Il y a beaucoup d'autres voix qui se font entendre qui disent, ne vous faites pas d'illusions. Si Trump arrive au pouvoir, il va au minimum désactiver l'OTAN. Ça veut dire quoi, désactiver l'OTAN ? C'est une chose qui peut faire très, très rapidement. C'est retirer les bombes nucléaires tactiques américaines sur le sol européen et retirer la garantie nucléaire qui n'est à l'OTAN. À l'OTAN, non. À l'OTAN, non. Dans le cadre de l'OTAN, qui contribue à la sécurité. C'est la phrase clé. Hein, tous les mots sont pesés au trébuchet, qui contribue à la force de l'OTAN. Mais ça, c'est la grosse interrogation. Tout le monde. Mais c'est la menace nucléaire. Exactement. Mais ça sera plus facile pour lui. Il suffit de 2 mots. C'est-à-dire qu'il ne prononce pas la phrase clé qui est la clause de solidarité. Ouais. Et ça suffit, entre guillemets, à désactiver en fait. L'OTAN, il n'y a rien de besoin de faire plus, parce que du coup, l'OTAN sera... C'est comme si, sur le marché en bourse, vous dites cette action ne vaut rien. Là, voilà. Et c'est terminé. En gros, c'est terminé, enfin, d'une certaine façon. C'est ça qu'on appelle... Bon, vous ne nous avez pas rassuré, là, messieurs. Mais merci, en tout cas, Frédéric Moreau et Nicolas Gros-Vary. Toujours un plaisir de vous recevoir pour comprendre un petit peu et décrypter ces enjeux. À suivre dans cette émission, et merci à Marie, évidemment, Joris, pour la préparation de ce dossier. À suivre, la Commission européenne fait marche arrière sur les pesticides. Comment l'expliquer ? Eh bien, décryptage, juste après ceci.